mais il se demande si c'est réellement la bonne candidate. Et priorité au direct, Marine Le Pen qui arrive sur scène à Fréjus, dans le Var, pour ce discours de rentrée avec des enjeux importants, on le disait à l'instant, se positionner, se démarquer face à Éric Zemmour, remobiliser ses électeurs qui n'étaient pas là lors de la dernière présidentielle. Comment mettre en place cette année présidentielle, se mettre sur les bons rails? C'est l'enjeu de Marine Le Pen, discours de rentrée en direct sur BFM TV. Mes chers amis, nous sommes à un moment clé de notre histoire nationale. La France est un acte de civilisation, et cet acte d'amour et de civilisation est menacé de disparaître. Je l'ai maintes fois répété, mais nous sommes ici tous conscients, aujourd'hui, nous arrivons à un carrefour dont une voie conduit à l'abîme et l'autre au sommet. Deux dates, les 10 et 24 avril, scelleront le sort de notre pays. Que dis-je, le sort, le destin de cette magnifique et puissante aventure humaine et qui s'appelle la France. C'est un choix qui est plus qu'important, il est crucial, c'est-à-dire définitif, mais aussi au sens littéral du terme, en forme de croix, puisque nous serons à la croisée des chemins. Il n'y aura que deux alternatives, soit la dilution de la France par déconstruction et submersion, soit le sursaut salutaire qui fera entrer la France dans le 3e millénaire autour de l'idée de nation. Vous le constatez, ils sont en train de tout accepter, de tout démanteler, de tout liquider, au point que les Français constatent que des pans entiers de l'édifice national se lézardent, se fracturent et s'effondrent. L'héritage de nos aïeux est bradé comme les richesses de nos terres ou les trésors que renferment la créativité et l'énergie de notre peuple. Au fil des jours, le pays semble échapper à tout contrôle. Nous le savons, l'histoire est tragique. Elle l'est pour les individus comme pour les peuples qui, par fatigue, par désillusion, par culpabilisation, ont... Cette élection présidentielle, ce ne sera pas seulement un choix de société, comme ont pu l'être les précédents scrutins. Ce sera un choix de civilisation, un choix de vie et d'avenir pour nos enfants, un choix de sécurité et de puissance pour notre pays, un choix de liberté et d'indépendance. En avril 2022, ce sera davantage qu'un vote, un choix historique. Vous percevez, mes amis, la de toutes religions, de toutes origines. Comme dans les moments de doute qu'a pu traverser le pays au cours de son histoire, et particulièrement en ce moment où les voyants d'alerte s'allument les uns après les autres, les filles et fils de France sont appelés à se lever pour engager le redressement du pays. Il n'y aura pas, mes amis, d'autres défenseurs de notre chère patrie que vous. Il n'y aura pas de reconquête de la souveraineté française sans vous. Il n'y aura pas de meilleur garant de votre sécurité qu'une nation restaurée dans ses fondements et ses aspirations collectives, qu'une nation unie et décidée, qu'une nation protectrice pour ses enfants, qu'une nation qui sait qu'elle a tant à apporter au monde. Nul mieux que vous, ici présents, partisans de la cause nationale, chers élus et militants du Rassemblement national, et plus largement tous les patriotes français qui m'écoutez. Vous qui avez ramassé le drapeau tricolore quand des dirigeants indigents l'avaient volontairement laissé choir dans le caniveau, vous savez que c'est d'abord à vous qu'il appartient de rendre possible ce rendez-vous avec la France, et je le crois, avec l'histoire. Il est des batailles qu'on n'a pas le droit de perdre. Amis nationaux, l'élection présidentielle de 2022 est de celle-là. Et parce que nous n'avons pas le droit de la perdre, nous allons
l'a gagné. Cette échéance fondatrice, nous nous y préparons avec l'humilité que requièrent les grandes causes, qui dépassent nos propres personnes, avec le sérieux qu'exige la charge qui nous incombera, mais aussi que personne ne s'y trompe, avec la détermination que nous enjoint notre passion pour la France et pour l'avenir. Et puisqu'il nous revient d'appeler nos compatriotes à la mobilisation en nous appuyant sur les valeurs qui nous sont essentielles, je voudrais le faire en citant ces paroles à la fois combatives et poétiques de la Marseillaise, qui est pour nous notre hymne national et pour le monde entier un chant d'émancipation. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. La France est, par ses racines chrétiennes, par les Lumières qui en sont le prolongement, la fille de la liberté. Celle qui reconnaît l'individu libre, l'expression par le vote individuel, le consentement au mariage ou la libération des esclaves. C'est elle qui a transmis à l'Europe et au monde ce goût pour la liberté. Des soldats de l'an 2 à ceux de 14, de Lafayette aux héros de Bir Hakeim, de la liberté de Delacroix, guidant le peuple à l'imposante statue qui se dresse fièrement à l'entrée du port de New York. La liberté, pilier fondamental de la France, est en cela la première des valeurs de notre civilisation. Le pendant de la liberté dans une société ordonnée, c'est la responsabilité. La liberté, mes amis, n'est pas la licence ou l'anarchie. Elle n'est pas la liberté du renard dans le poulailler. Elle n'est pas la liberté du plus fort d'imposer sa loi au plus faible. Elle n'est ni le laisser-aller, ni le laisser-faire, et encore moins le laisser-passer. C'est pourquoi Lacordaire pouvait dire qu'entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre qui opprime, et c'est la loi qui affranchit. Il n'y a pas de liberté sans État. La première condition de la liberté, c'est un juge de paix qui s'appelle. L'édifice public n'est jamais une évidence. Elle est un combat permanent, de tous les jours, de tous les instants, de toutes les époques. Combien de Français ont versé leur sang sur les champs de bataille, dans les tranchées ou sur les barricades, pour que nous puissions en jouir aujourd'hui? Pour avoir cru que la liberté était un bien naturel, évident, inébranlable, beaucoup ne s'en sont plus souciés. Pourtant, pour peu qu'on baisse la tension, il se trouve toujours quelqu'un, quelque féodalité, quelque pouvoir, quelque volonté autoritaire pour y attenter. Et avouons-le, nous sentons qu'elle est aujourd'hui menacée. Lorsque la censure plane, lorsque des grands-parents sont privés du droit de voir leurs enfants et petits-enfants, ou des enfants d'accompagner leurs parents dans leurs derniers instants, lorsque des patients sont refusés à l'entrée des hôpitaux faute de vaccination, lorsque des vaccinations sont effectuées sur des ados malgré l'opposition des parents. Si samedi après samedi, des centaines de milliers de personnes scandent le mot liberté, c'est qu'il existe un... Ces grandes manifestations qui animent nos rues depuis la réforme des retraites ou des gilets jaunes méritent mieux que la condescendance du pouvoir, les invectives gouvernementales ou les diffamations d'État. Il n'y a rien de plus odieux en réalité qu'un pouvoir méprisant. Et bien sûr, si la rue ne gouverne pas, il n'y a rien de plus antidémocratique que l'ignorance des grands mouvements populaires. C'est pourtant ce que font aujourd'hui. Aujourd'hui, le pouvoir impose à tous les Français et bientôt même aux enfants un pass sanitaire et en réalité un pass vaccinal. C'est là une atteinte disproportionnée à la liberté. Et c'est de surcroît une atteinte à l'égalité des Français lorsque certains subissent un véritable bannissement social injustifié.
Nous l'avons toujours dit, nous sommes contre le pass sanitaire. Et nous avons bien sûr voté contre à l'Assemblée nationale. Entendons-nous bien. Et c'est peut-être ce qui nous sépare des positions plus radicales. Nous ne sommes pas contre la vaccination, mais pour la liberté vaccinale. Chacun doit avoir la liberté de choisir en conscience et en responsabilité de se faire vacciner ou non. Chacun doit d'ailleurs pouvoir en déterminer le bilan avantage-risque par un consentement libre et éclairé, comme le prescrivent les principes qui ont toujours prévalu en France et dans les systèmes de santé simplement humains. Et en amont de ce principe, chaque Français doit pouvoir avoir accès à des soins de qualité, mais encore faut-il que notre système de santé ait les moyens de sa mission. Et à ce titre, permettez-moi de rappeler que nous comprenons et partageons la colère de nos compatriotes d'outre-mer. Alors, à cette liberté du patient correspond la liberté du médecin de prescrire. Cette liberté que des démarches idéologiques ou des diktats technocratiques des ARS ont remis en cause. Et c'est cela, la liberté. C'est cela, la responsabilité. Et que dire des conséquences pratiques de ce pass qui voit émerger une société de surveillance de tous sur tous, une société où chacun est appelé à se méfier de son voisin et même à le dénoncer. Qui l'eût cru, mes amis? Qui l'eût cru lorsque Emmanuel Macron, en 2017, tout sourire, nous promettait la bienveillance? Eh bien, cette société du flicage et du fichage, ce n'est pas la société de liberté que nous voulons. D'ailleurs, comme s'il n'existait pas assez de fractures dans notre pays, le gouvernement a érigé par stratégie ou par méthode, d'ailleurs, un clivage entre deux France qui s'opposent dans un climat que certains se plaisent à hystériser. Et comme si le Covid devait continuer à poser la question des libertés, parce que la souveraineté des États est aux nations, ce que la liberté est à l'individu, voilà que l'Union européenne a profité de la crise sanitaire pour usurper la compétence en matière de santé au détriment des États. Et avec quel résultat? Un fiasco total. L'opacité des contrats, des clauses de responsabilité inconnues, des retards, des mensonges et des manipulations. Il est un principe qui s'est imposé notamment après la guerre, qui est le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pourquoi faudrait-il que ce principe trouve à s'appliquer partout et qu'on le dénie au peuple français? Eh bien, au nom de la liberté, au nom du respect des peuples, au nom de l'efficacité qui veut qu'on n'ait jamais si bien défendu que par soi-même, nous réclamons pour le peuple français le droit inaliénable à disposer de lui-même. C'est pourquoi, élue présidente de la République française, solidarisée avec les nombreux pays souverainistes de l'Union européenne qui se plient de plus en plus difficilement à la dictature de Bruxelles, nous redonnerons dans les instances européennes le pouvoir aux nations. Nous réinstallerons la possibilité de relations bilatérales, c'est-à-dire d'État à État. Nous sommes assez grands pour n'avoir pas besoin d'intermédiaires pour négocier pour nous. Nous reconnaîtrons, mes amis, le droit à chaque État de faire valoir son intérêt national et sa liberté de décision et le choix pour chacun de participer ou non à des grands projets de coopération européenne. Nous mettrons fin à cette dictature technocratique folle qui impose, menace, normalise, sanctionne et, ce faisant, programme et organise l'effacement de nos nations. Mais nous refuserons aussi les diktats des juges internationaux qui veulent imposer au peuple leurs lois contre leur volonté. Pourquoi se chamailler sur la sortie de telle ou telle instance internationale, de tels ou tels traités, alors qu'il suffit, et ce sera le cas dans le cadre du référendum sur l'immigration que je soumettrai au peuple dès mon élection, de réaffirmer il suffit, je disais, de réaffirmer la supériorité de notre Constitution,
de graver dans notre texte suprême qu'aucune décision internationale ou étrangère ne pourra imposer aux Français des mesures contraires à leur volonté souveraine. Alors, mes chers compatriotes, nul besoin de renier nos signatures. Les décisions internationales contraires à un principe constitutionnel resteront simplement inappliquées. Nous n'accepterons d'ailleurs pas plus les injonctions illégitimes des ONG qui s'érigent maintenant en autorité morale et bientôt en autorité de contrôle des États. C'est aussi en vertu du droit des Français à disposer de leur destin que nous sortirons du commandement intégré de l'OTAN, tant cette structure entretient la logique belliqueuse et anachronique des anciens blocs de la guerre froide. Nous n'avons pas grand-chose à faire dans une structure militaire aux alliés improbables, comme la Turquie islamiste d'Erdogan. Dans cet attelage politique désastreux dont les déshonorantes compromissions avec les talibans conduisent au honteux effondrement afghan. Élue présidente de la République, la France décidera librement des guerres ou des interventions militaires qu'elle accepte de mener en vertu de son intérêt national. Personne ne peut plus nous imposer de participer à des guerres contraires à la stabilité du monde. Plus aucun Français n'ira mourir dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Nous remettrons enfin à leur juste place ces gigantesques monopoles privés que sont les GAFAM, qui défient les États pour installer des pouvoirs numériques ou économiques supranationaux et attentatoires à nos libertés, notamment notre liberté d'expression. Vous savez, mes amis, on a longtemps cru qu'un pouvoir dictatorial ne pourrait émaner que d'un État. Or, nous prenons conscience, peu à peu, qu'il y a dans ce capitalisme monopolistique les germes d'un pouvoir totalitaire qui peut demain soumettre les personnes et les États. Il est encore temps d'agir. Et puis, du côté du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh bien, nous entendons faire valoir le droit du peuple français à rester lui-même. Au moment où l'Union européenne veut s'emparer de la compétence en matière d'immigration avec le pacte des migrations pour nous imposer des relocalisations obligatoires de millions de migrants, pour contrôler les États dans le traitement des dossiers d'asile, pour imposer de nouvelles filières d'immigration ou contrecarrer les expulsions, nous devons réaffirmer la liberté des Français, notre liberté, de décider qui entre et qui reste chez nous. Et à quelles conditions ? Élue présidente de la République, notamment en matière d'immigration, nous ne laisserons personne décider pour nous et encore moins contre nous. Dans le cadre du référendum que j'ai déjà annoncé, je soumettrai directement aux Français un projet de loi complet pour qu'ils puissent enfin décider de l'ensemble des sujets touchant à la politique d'immigration. Des critères pour entrer et se maintenir en France aux conditions d'acquisition et de perte de la nationalité. Des conditions d'octroi ou de retrait de droits sociaux accordés. C'est vous qui déciderez. Par ailleurs, personne ne pourra interdire à la République française la reconquête de quartiers que nos adversaires se sont résignés à considérer perdus. Ces narcocités ou ces zones talibanisées en France. En France, il n'y a pas d'autre loi que celle des Français. Mais la liberté, mes amis, ce beau principe, cette liberté qui guide nos pas, pour reprendre les belles paroles du chant patriote que nous devons aux frères du poète Chénier pour glorifier le courage de nos soldats montant au front, la liberté n'est qu'un principe vide, sans sa déclinaison avec un S.
les libertés. Voilà pourquoi, mes amis, nous avons, en entrant dans cette campagne, fait le choix de ce slogan « Liberté, liberté chérie ». Plus qu'un slogan, c'est un véritable engagement. Français, avec moi, vous aurez un État qui chérira et protégera vos libertés. Je serai la présidente des libertés françaises. Et croyez-moi, ça changera tout. Je rétablirai la liberté politique, avec le droit pour chaque Français, quelle que soit son opinion, d'être représenté grâce à une proportionnelle juste et pluraliste, de s'exprimer régulièrement grâce au référendum que je leur soumettrai sur les grands dossiers qui déterminent notre avenir, mais aussi de prendre l'initiative, grâce à un référendum d'initiative citoyenne, le RIC, en clair, d'être totalement réassocié à la décision publique. Et parce que les Français auront usé de leur liberté de décider, je me ferai un devoir d'appliquer leurs décisions. La forfaiture de l'annulation du référendum de 2005, ce détournement de la démocratie, ne se reproduira plus jamais. La souveraineté du peuple, c'est non seulement sa liberté de décider, mais c'est évidemment appliquer ses décisions. En matière syndicale, j'établirai la liberté en ouvrant des candidatures libres aux élections professionnelles. Je conforterai la liberté d'expression des simples citoyens en impulsant la création à l'échelle européenne d'un réseau social libre et gratuit où, à l'inverse des GAFAM, le principe sera la liberté. Le contrôle sera non pas arbitraire, mais judiciaire. Parallèlement, je renforcerai la liberté d'information avec la privatisation de l'audiovisuel public, en conservant bien entendu des moyens audiovisuels publics pour notre outre-mer et pour faire entendre ce qui est fondamental, la voix de la France dans le monde. Nous pérenniserons la création culturelle et nous aurons à cœur de soutenir les jeunes créateurs, comme le fait d'ailleurs David Racheline et beaucoup d'autres de nos maires dans leur ville, qui sont ces jeunes créateurs souvent privés de soutien et de réseau, parce qu'il faut revivifier la création artistique française. Dans le même esprit, face aux menaces des temps nouveaux, nous protégerons les libertés individuelles, notamment numériques, en garantissant la protection des données personnelles. Vous savez, Hervé Juvin rappelle souvent cette formule bien connue, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Eh bien, nous ne souhaitons pas que les Français soient sans ou contre leur volonté des produits pour les GAFAM. Élue présidente, je garantirai aussi à tous la liberté de circulation. Or, la liberté de circuler, c'est évidemment celle de le faire à un prix raisonnable. La liberté de circuler, c'est aussi la liberté de pouvoir le faire partout. Les restrictions insensées imposées par les Verts et qui demain interdira aux voitures diesel ou aux voitures trop âgées de se rendre dans les grandes villes sont une infamie. Parce que ces mesures frapperont bien évidemment les plus modestes. Et enfin, pour les étudiants et les jeunes travailleurs, j'instaurerai la gratuité des trains en dehors des heures de pointe. Nos étudiants et nos jeunes qui travaillent verront ainsi leur pouvoir d'achat augmenter en voyageant à des places qui, de toute façon, restent vides. Je sais qu'il y a un certain nombre de chefs d'entreprise, bien entendu, dans cet hémicycle. Il y en a beaucoup qui nous regardent. Eh bien, je conforterai la liberté d'entreprise par un État à l'endroit, c'est-à-dire un État au bon endroit. Un État qui libère les entreprises des contraintes de normes absurdes, des abus de position, de la concurrence internationale déloyale, des ententes
des exigences ou dénis bancaires inacceptables, de l'insécurité juridique. L'État stratège tel que nous le concevons doit comprendre, accompagner et aider les entreprises, pas les entraver. Il n'y a pas d'État pour l'État. Il y a un État pour servir la nation et donc pour servir ses forces vives. Cet État, qui est avant tout l'État régalien, a pour premier devoir la sécurité de tous. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Péguy écrivait en 1905 « L'ordre et l'ordre seul fait en définitive la liberté, le désordre fait la servitude ». C'est la raison pour laquelle nous rétablirons la sécurité d'aller et venir, qui dépend, on le constate chaque jour, d'un retour à la tranquillité publique, sera garantie à tous par un bouleversement total de la politique pénale. Il n'y aura pas d'endroit en France où la loi ne s'appliquera pas. Nous éradiquerons, mes amis, des quartiers, les bandes, les mafias et tous ceux qui, islamistes ou non, veulent nous imposer des règles et des modes de vie qui ne sont pas les nôtres. En France, les Français ont le droit de vivre comme des Français. Les délinquants seront donc mis hors d'état de nuire, les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion. Nous mettrons fin aux obligations d'évitement. Vous savez ce que c'est, vous le vivez. Car beaucoup d'honnêtes citoyens intègres, parfois même sans s'en rendre compte, et aujourd'hui, sans même s'en scandaliser, comme si cela était normal, sont soumis à ces obligations d'évitement. Voyager en transport les yeux baissés, en évitant de croiser le regard de quiconque. S'enfoncer dans ses vêtements pour ne pas être vu. S'isoler avec des écouteurs sur les oreilles pour disparaître de la liste des cibles. Marcher en hâtant le pas dans les couloirs de la gare pour ne pas être pris à partie. Rentrer chez soi en regardant derrière, en changeant de trottoir, en contournant certaines rues. Les femmes qui vivent ces stratégies d'évitement permanentes intériorisent soit leur révolte, soit leur résignation. Nous rétablirons la liberté des femmes et des jeunes filles de circuler sans être importunées ou menacées, en jupe ou en robe, si elles le souhaitent, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel café. La liberté n'étant pas seulement physique, mais tout autant morale. La liberté de se déplacer dans l'espace public n'est effective que si elle peut s'exercer dans des conditions de sérénité et de tranquillité suffisantes. Concernant les femmes, cette liberté se trouve trop souvent entravée par cette forme de violence insidieuse, insupportable et qui devient endémique que constitue le harcèlement de rue à connotation sexuelle. Celui-ci doit devenir un délit et non plus seulement une contravention, avec une circonstance aggravante s'il est commis, comme c'est souvent le cas, en réunion, c'est-à-dire à plusieurs. Car ces comportements, mes amis, sont un signal d'alerte à prendre très au sérieux. C'est pourquoi également les personnes condamnées pour ces faits, qualifiés d'outrage sexiste par le Code pénal, feront l'objet sous ma présidence d'une inscription au fichier des criminels et délinquants sexuels. Il en sera de même pour les auteurs d'apologie de crimes et de délits sexuels, car on voit comme ces apologies pullulent sur un certain nombre de réseaux sociaux. Chacun doit pouvoir vivre libre. Être libre, c'est aller où on veut, quand on veut. Cette liberté-là, cette liberté du quotidien, cette liberté essentielle, pour nous, mesdames, nous la rétablirons.
Et être libre, c'est aussi pour toutes les jeunes filles enfermées de force dans la communautarisation ou sous la menace de crimes d'honneur. Le droit d'être elle-même et de vivre à la française. L'abominable calvaire de la jeune Shaina, 15 ans. 15 ans. Violée, battue pour avoir porté plainte, puis poignardée et brûlée par des barbares au mental d'un autre âge n'est pas un fait divers, mais une alerte pour notre communauté nationale. Cette effroyable affaire témoigne de la pression qui règne aujourd'hui sur les jeunes filles dans certains quartiers de notre pays. C'est comme en Afghanistan, constate sa mère. Or, nous sommes en France. Parfois, mes chers amis, on entend le silence. Entendez-vous le silence assourdissant des prétendus féministes? Ces jeunes filles, ces femmes, nous les libérerons de cet abominable joug obscurantiste. Ces talibans de l'intérieur, nous les renverrons chez eux. Car je le dis et le répète de manière très ferme et très sereine, ceux qui ont à l'esprit d'instaurer une religion d'État qui imposerait son diktat sur la société, ceux-là n'ont pas compris ce qu'est la France. Nous ne laisserons pas s'instaurer le retour au délit de blasphème. Aussi respectables que soient toutes les religions, elles ne sont pour un État laïque comme la République française qu'une opinion. À ce titre, en France, les cultes doivent pouvoir souffrir la critique. La liberté d'expression est bien une liberté française, et même très française. La seule liberté de ceux qui contestent cela, c'est d'aller, si ça les dérange, vivre ailleurs. Dans les écoles, il nous faut rétablir la liberté des enseignants. La liberté de transmettre des savoirs, d'enseigner notre culture, nos valeurs et cet esprit critique qui, tout au long de leur vie, rend les individus capables de réflexion et de choix pesés. Nous affirmerons la liberté d'enseignement, y compris à domicile. C'est ce message de liberté, liberté d'expression et liberté intellectuelle que Samuel Paty voulait enseigner à ses élèves. La couardise de sa hiérarchie et la lâcheté des politiques aboutiront à ce qu'il le paye de sa vie. Son martyre ne doit pas être vain et nous appelle à réagir. Pour peu que son exercice respecte les principes de laïcité républicaine, l'ordre public et la liberté d'autrui, je garantirai la liberté de culte. Je sanctionnerai sévèrement les attaques contre les processions, comme celle de Paris le 29 mai dernier, et d'une manière implacable, les profanations de lieux de culte, églises, synagogues, temples ou mosquées qui tentent à se multiplier, tout comme celle abjecte des cimetières. La liberté, c'est aussi celle de vivre dignement de son travail, de fonder une famille, ou encore de pouvoir se constituer un patrimoine et de le transmettre. Ces préoccupations irriguent mon projet présidentiel et irrigueront mon mandat. La baisse des droits de succession et de donation notamment visera à permettre aux Français de transmettre de façon juste leur patrimoine. La transmission, élément essentiel du lien entre les générations, a été méprisée durant des décennies. C'est bien sûr la transmission de notre patrimoine immatériel, mais aussi de notre patrimoine matériel. Ce sera une priorité de mon quinquennat car les Français doivent rester propriétaires de ces patrimoines. Vous le savez, j'aurai l'occasion durant les prochains mois de développer l'ensemble de mon programme regroupé sous le triptyque protection, projection, transmission. Vous le comprenez au travers des exemples que je viens de citer combien la liberté, combien les libertés sont fragiles. Vous mesurez combien elles sont exigeantes. Et combien, dès lors qu'elles sont altérées, contestées, compromises, leur reconquête demande d'efforts et de sacrifices. Winston Churchill, qui avait mené son pays contre le totalitarisme, le rappelait volontiers par cette formule en forme de rappel pour certains de nos contemporains. Nous devons notre liberté à des hommes qui ne plient pas, ne s'agenouillent pas, ne se soumettent pas. Eh bien, mes amis, croyez-moi,
Présidente de la République, face à ceux qui veulent attenter à nos libertés, aux libertés françaises, je ne plierai pas, je ne m'agenouillerai pas et je ne me soumettrai pas. Ce bel étendard de la liberté, nous allons le brandir tout au long de la campagne et au-delà tout au long du quinquennat. Cette ambition forte, je veux la mettre en œuvre avec tous ceux qui, comme nous, considèrent qu'il n'y a pas de plus noble et juste combat que la liberté. La liberté de sa patrie, celle de son peuple, celle des hommes. C'est pourquoi je les appelle à nous rejoindre. Pour qu'au-delà de nos sensibilités, nos origines, nos parcours, nous nous fassions les défenseurs d'une France libre et du monde libre. Ainsi, nous renouerons avec cette passion éminemment française qui a forgé ce que nous sommes et protégera les générations à venir. Ce combat ne doit plus seulement être celui d'un parti, mais du pays. Ma démarche, vous le comprenez donc, me commande aujourd'hui de sortir des logiques partisanes pour m'adresser plus librement encore à nos compatriotes, à nos fidèles électeurs bien sûr que je porte dans mon cœur, mais aussi à tous les Français qui ont pu par le passé faire des choix différents et d'autres encore qui se sont éloignés de la chose publique. Je souhaite associer tous les Français à notre projet de redressement national. C'est pourquoi, comme je l'avais annoncé au congrès de Perpignan, j'ai pris la décision de quitter la présidence de notre mouvement. Au cours de ces 10 ans, nous avons beaucoup travaillé, beaucoup évolué, beaucoup progressé et nous sommes devenus un parti de gouvernement. Les Français le constateront et le mesureront à la qualité de nos propositions et à la solidité de mon projet. Qu'il me soit permis en ces moments de vous adresser ma gratitude pour votre courage, votre ténacité et l'énergique intelligence dont vous avez fait preuve durant toutes ces années. Nous pouvons être fiers de l'œuvre accomplie, même si, compte tenu de l'état du pays et de l'urgence, il reste encore tant à faire. Ce chemin qui nous mène jusqu'en avril, nous continuerons de le faire ensemble, puisque vous me faites l'honneur de soutenir ma candidature. D'avance, je vous adresse mes plus affectueux remerciements. Conformément à nos statuts, qui prévoient que le premier vice-président assure la présidence, et suivant la volonté de nos adhérents qui l'ont placé en tête des votes de notre élection interne, il revient à Jordan Bardella de prendre la direction du Rassemblement national. J'y vois là un magnifique symbole pour notre mouvement, la marque de la confiance que nous portons à la jeunesse de France pour engager le redressement du pays, le témoignage de notre confiance en l'avenir, de notre capacité à faire émerger une nouvelle élite pour le pays. Le message que nous voulons porter, vous l'avez compris, est un appel à l'espérance, parce que nous avons foi dans le génie de notre peuple et dans l'indomptable énergie de ses enfants, parce que franc veut dire libre, et que la France est par essence, par tempérament, par son histoire, la nation des hommes libres, nous marcherons dans les pas de ceux qui en ont fait un grand pays. Un pays uni par ses valeurs, fier de les porter et déterminé à les défendre. Dans ce monde où pointe l'ombre des totalitarismes et des obscurantismes, faisons souffler à nouveau un puissant esprit de liberté pour la France qui en a tant besoin, pour l'Europe assujettie qui l'attend, pour le monde qui l'espère. Vive la liberté, vive la République, vive la France!
Et vous venez de suivre en direct sur BFM TV ce discours de rentrée de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui cède donc la tête du parti à Jordan Bardella, qui va donc s'exprimer maintenant. Jordan Bardella qui fera l'intérim le temps de la campagne présidentielle. Marine Le Pen qui est donc désormais Anne sur les rails de cette présidentielle, avec un discours où le mot-clé, le mot qui sera le fil conducteur de toute sa campagne, c'est bien la liberté. Voilà, ça c'est le mot officiel effectivement qui a irrigué tout le discours de Marine Le Pen. Merci pour mon voisin qui a compté à peu près 200 occurrences de ce retour de ce mot de liberté. Et pour le mot un peu officieux qui a moins été prononcé mais qui est quand même très fort, c'est ce qu'elle pose, elle, comme l'opposé de la liberté. C'est tout au début de son discours, c'est la submersion et c'est l'immigration. Et dans chacun des points qu'elle a développés, où elle propose effectivement ce qui sera ses axes de campagne, ce qui sera ses grandes propositions, c'est cette idée d'immigration, d'un changement de société, d'un danger pour le modèle français qui a irrigué la totalité de son discours. On est vraiment sur les fondamentaux du Rassemblement national et sur les fondamentaux aussi de Marine Le Pen. Ce sujet de l'immigration, c'est vraiment le sujet sur lequel elle est le plus à l'aise. Sur les autres sujets, c'était un peu plus brouillon. On est passé de la limitation kilométrique à la liberté des carburants, à la nationalisation des autoroutes, passant par la gratuité des trains en dehors des heures de pointe. Là-dessus, c'est un peu plus flou sur les questions sociales et sur les questions économiques, mais sur la question de l'immigration, ça c'est vraiment le cœur de son sujet. Quand elle parle des droits des femmes, elle parle effectivement de la liberté de s'habiller comme on veut. Quand elle parle de la question de la sécurité dans les banlieues, elle dit les mafias, ceux qui, islamistes ou non, veulent nous imposer des façons de vivre qui ne sont pas les nôtres. À chaque fois qu'elle prend un gros sujet, il y a cette question de l'immigration qui est en sous-texte. C'est les fondamentaux de Marine Le Pen. En clair, c'est sa façon d'être la plus à l'aise aussi pour cette rentrée, parce qu'elle a là encore une fois l'ombre d'Éric Zemmour qui lui aussi parle beaucoup de ces sujets-là, qui peut lui faire de l'ombre, qui peut aller siphonner un peu son électorat. C'est là-dessus qu'elle a affermi sa rentrée, parce qu'encore une fois c'est son sujet de prédilection. C'est le sujet sur lequel elle veut s'opposer aussi à Emmanuel Macron, sur les questions européennes, sur les questions notamment de la priorité du droit français sur le droit européen. Il faut voir comment ça peut s'appliquer, mais c'est vraiment, elle s'est raffermie sur ses fondamentaux pour assurer sa rentrée politique. La réaction dans le camp d'Éric Zemmour dans un instant avec Philippe Israelevich qui est avec nous. Laurent Neumann, je rebondis sur les mots qu'employait Anne à l'instant. Le RIC, le prix des carburants, la nationalisation des autoroutes, la liberté vaccinale. Elle a beaucoup parlé à ceux qui défilent le samedi. Oui. Et aux Gilets jaunes. Anne a raison de dire que Marine Le Pen est sur les fondamentaux du Rassemblement national. Effectivement, dilution de la France, risque de submersion, ce sont les thèmes, les mots du Rassemblement national. Mais ce qui est très frappant, c'est l'appel du pied. C'est plus qu'un appel du pied. C'est une main tendue à toutes celles et tous ceux qui défilent. Alors d'abord à celles et ceux qui défilent en ce moment contre le pass sanitaire. Elle est favorable, dit-elle, à la liberté vaccinale. Elle précise bien qu'elle n'est pas contre le vaccin, mais contre le pass sanitaire. Elle parle d'ailleurs de société de surveillance, de flicage, de fichage. Tiens, c'est intéressant parce que les fichiers, parfois, lui sont grés, puisqu'elle est favorable à ficher toutes celles et tous ceux qui présentent un risque, notamment en termes de radicalisation. Mais en tout cas, elle est contre le pass sanitaire. Et puis, appel du pied, aux Gilets jaunes, à ceux qui manifestaient avant et à ceux qui voudraient converger d'ailleurs le samedi avec les anti-pass sanitaires. Quand elle propose de bloquer l'augmentation des carburants, de ne pas interdire le diesel comme c'est le cas dans certaines villes de France et notamment bientôt dans la ville de Paris. On a entendu tout à l'heure la déclaration de candidature d'Anne Hidalgo ou la nationalisation des autoroutes. Clairement, c'est un appel du pied à toutes celles et ceux effectivement qui manifestent. Et d'ailleurs, elle dit c'est une façon de répondre, je cite toujours Marine Le Pen, à un pouvoir méprisant, à un président arrogant. Donc c'est bien de cela dont il s'agit. Il s'agit de ramener à elle toutes celles et tous ceux qui manifestent en dehors de sa formation. Et ça me fait penser à ce qui se passait au moment, vous vous souvenez, des défilés contre le mariage pour tous. Elle était favorable à ce qui se disait dans ces manifestations sans aller manifester. Elle est favorable à ce que disent les Gilets jaunes ou les antipasses, mais elle ne les accompagne pas pour autant le samedi. Philippe Israelevich, je rappelle que vous êtes porte-parole des amis d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous ne cautionnez pas dans ce que dit Marine Le Pen aujourd'hui? Dans quoi vous ne vous retrouvez pas? Alors déjà, moi ce que je remarque et ce que je souhaite dire, dès le début de son discours, il y a une phrase qui m'a marqué. Elle nous dit « Nous sommes à la croisée des chemins ». C'est une sorte d'appel à Éric Zemmour, parce que je tiens à rappeler à vous tous et à vous toutes que le site aujourd'hui de soutien Éric Zemmour,
Le titre, c'est La croisée des chemins. Donc c'est quand même. Vous l'interprétez comme un appel. Éric Zemmour, qu'elle n'a pas évoqué une seule fois dans ce discours. Elle n'a pas évoqué une seule fois. Donc c'est déjà quelque chose d'assez peut-être subliminal. Ensuite, moi, ce qui m'a marqué, mais comme vous deux journalistes et comme vous tous, c'est le fameux mot liberté. Je crois l'avoir compté plus de 200 fois. C'est son slogan. Ah, c'est le slogan, ça c'est sûr. D'ailleurs, une chose que je tiens à faire remarquer, elle était bien sûr en plein centre de la scène. Le mot Rassemblement national n'était pas derrière elle. Si nous écartons l'image et si nous ouvrons l'image, il était réellement aux deux extrémités. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui... Excusez-moi, ce qui m'intéresserait de savoir, moi, c'est ce qui, dans ce que dit Marine Le Pen, ne correspond pas à Éric Zemmour. Ce que renierait Éric Zemmour de ce que dit Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, c'est qu'Éric Zemmour se définit, tel qu'il l'a dit d'ailleurs hier soir à l'émission chez Ruquier, comme étant un gaulliste. Et en tant que gaulliste, moi-même, je me retrouve dans ces valeurs parce que moi-même, je suis au départ un élu RPR, donc gaulliste. C'est la grande différence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Marine LePen hérite d'un parti de la part de son père. Sur ce qu'elle vient de dire, De Gaulle défendait les libertés de la France. Oui, sur quoi vous ne vous retrouvez pas? Alors, dans quoi je ne me retrouve pas? Je trouve que le discours de Madame Le Pen est un discours qui est un petit peu flou, qui va dans tous les sens. C'est qu'elle essaye de traiter d'un peu tous les sujets à travers le fameux mot liberté, mais sans réellement nous proposer des choses concrètes. Je pense qu'un candidat en 2022 se devra de proposer un programme, et j'espère qu'Éric Zemmour, s'il est candidat, j'ai bien dit s'il est candidat, sera à même de nous apporter un programme qui de toute façon différera de celui de Madame Le Pen, parce que de toute façon, Madame Le Pen, c'est pas compliqué. C'est immigration, délinquance, et à côté de ça, elle essaie, j'ai bien dit elle essaie, d'amener des solutions ou des propositions. Moi, personnellement... Je me permets juste de vous interrompre. Quand elle dit, parce que c'était l'une des punchlines de ce discours, je la cite et je mets des guillemets, les délinquants français en prison, les délinquants étrangers dans l'avion, pardon, c'est exactement ce que dit Éric Zemmour. Non, Éric Zemmour vous dit qu'effectivement, en France, les délinquants, malheureusement déjà, la plupart d'entre eux n'effectuent pas les peines pour lesquelles ils sont condamnés. Donc je pense que déjà la première des choses serait, à mon sens, de construire, mais réellement de construire des places de prison pour que la justice puisse être appliquée. Aujourd'hui, dans le discours de Marine Le Pen, on ne nous parle pas particulièrement de devoir, en fait, faire un parallèle entre la justice et la police. Les policiers sont au quotidien sur le terrain, actent au quotidien pour la sécurité des Français, et malheureusement derrière, la justice n'a pas les armes pour pouvoir dire stop à ces délinquants. Donc Éric Zemmour, s'il est candidat, il intégrera toutes ces notions qui feront que les délinquants, déjà dans un premier temps, paieront